Comment les artistes européens ont représenté les Noirs dans leurs tableaux à travers les siècles? Être noir entre peinture et histoire, c'est tout de suite dans le grand angle du 64 minutes. Et pour parler de ce sujet passionnant, deux invités avec nous ce dimanche. Naël Verndoy, bonjour. Bonjour. Et Grégoire Fauconnier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous publiez ensemble ce livre étonnant et en le refermant, on se dit que c'est assez incroyable qu'il n'ait pas existé avant. Vous l'avez intitulé Noir entre peinture et histoire, c'est aux éditions Omniscience. Alors vous êtes, je crois, tous les deux professeurs d'histoire géo. C'est comme ça que vous vous êtes connus d'ailleurs? Oui, sur les bancs de l'université en fait, de Nanterre. Dans les années en 2004, je pense exactement. Voilà, on est amis de longue date et c'est même mon témoin de mariage. Voilà. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce livre et de le faire ensemble sur la place des Noirs, donc dans la peinture européenne? En l'occurrence, l'idée revient essentiellement à Naël, donc je vais le laisser présenter le... Alors c'est vous qui avez eu l'idée alors? C'est moi qui ai eu l'idée, oui. Alors avec le recul, parce que notre ouvrage est sorti maintenant depuis 2 mois, avec le recul, je pense que ce livre, c'est la combinaison de mon identité. C'est-à-dire que je suis français, d'origine sénégalaise, je suis historien et noir. Donc à travers tous ces filtres, lorsque je regarde une toile dans un musée, je pense que je mets tous ces prismes et ça me permet d'avoir un autre angle de vue. Alors, vous posez le cadre général au début. On peut déjà commencer peut-être à en voir quelques-unes de ces tableaux. Mais au début, vous dites qui est ce noir dans le tableau? Que fait-il là? Pourquoi l'artiste l'a intégré dans son tableau? C'est les questions que vous vous êtes posées en fait à l'origine de ce livre. Je pense que c'est vraiment la question originale. On s'est demandé qu'est-ce qu'un noir et on a essayé de trouver une définition qui soit conforme à la réalité. Alors on voit par exemple, ça c'est dans l'introduction du bouquin, c'est un tableau qui m'a beaucoup frappé, ce jeune garçon qui fixe en fait le peintre, donc c'est un peintre, et le spectateur. Exactement. Donc pour la petite anecdote, c'est un enfant, le peintre l'aurait croisé dans la rue à Londres et l'enfant lui aurait dit qu'il avait traversé tout seul l'Atlantique pour se réfugier en Europe où il n'y avait pas les lois esclavagistes. Alors le livre est divisé en 10 chapitres. 10 thématiques, on peut dire. On va commencer à les regarder. D'ailleurs, on va regarder parce que la première thématique, c'est l'allégorie d'un territoire. Donc, on peut peut-être regarder ce tableau. J'espère que voilà. Alors ça, c'est un tableau de Rubens, tout à fait, très connu. Vous voulez le commenter? Alors en fait, c'est un tableau qui sert justement à différentes autres œuvres de Rubens, et notamment un tableau sur l'allégorie d'un territoire, de l'Afrique en l'occurrence. En fait, Rubens s'est inspiré de ce modèle à chaque fois pour essayer de mettre en évidence un personnage comme métaphore, comme allégorie. D'accord, parce que l'allégorie d'un territoire, ça veut dire que pour les Européens, le noir, c'était l'Afrique. C'était l'Afrique, exactement. Donc on pouvait l'intégrer simplement dans un tableau, par exemple un tableau dans les Caraïbes, on pouvait mettre un bateau avec des personnes blanches à l'intérieur, et juste pour faire figurer que nous sommes dans les Caraïbes, on mettait un noir sur le bateau, et ça permettait tout de suite de replacer dans un contexte géographique. Oui, alors c'est une étude pour l'adoration des rois mages. Exactement. L'adoration des rois mages, on en voit beaucoup dans votre bouquin. De Mantegna, c'était quelque chose de très récurrent au début de la Renaissance. Alors on avance un peu dans le temps, ça c'est un tableau de Douanier Rousseau. D'accord, d'Henri Rousseau. Voilà. Oui. Et c'est aussi dans le chapitre Allégorie d'un territoire. Pourquoi? Alors parce qu'en fait, il l'a appelé la bohémienne endormie, mais en fait, il l'a joué avec les codes de couleurs. Alors lui, c'était un peintre naïf, donc on voit aussi la pureté de son travail. Et il joue avec tous les codes de couleurs, avec sa robe bariolée et puis un visage noir pour représenter une bohémienne, avec un lion aussi qui rappelle aussi l'Afrique, encore une fois. Alors, on avance dans le livre. Deuxième thématique, c'est la religion. Là, il y a un très beau tableau de Jérôme Bosch. C'est l'adoration des mages, on y revient encore, avec le mage Balthazar, qui est un mage noir. Et à chaque fois, on se rend compte que Balthazar, en fait, on voit les rois mages comme un triptyque, comme 3 rois mages, mais en fait, on n'en voit finalement que 2, parce que le roi mage Balthazar, qui est toujours noir, est toujours en retrait par rapport à l'enfant Jésus. C'est lui qui apporte la myrrhe, et il est toujours habillé d'une matière un peu plus recherchée que les autres rois mages, et il est plus jeune aussi. Il a toujours une boucle d'oreille aussi qui rappelle sa servilité. Enfin, il y a beaucoup de symboles aussi, de symbolique. Et un petit personnage derrière aussi qui l'accompagne, exactement. Il y a aussi une petite fille noire, apparemment. Exactement, et quand on regarde sur la robe en détail, on voit qu'il y a des animaux qui se mangent, une certaine sauvagerie. Alors on va voir un tableau de Cranach aussi, Cranach l'Ancien, je crois. Voilà, alors c'est celui-là. Oui, alors c'est un tableau, mais là c'est des tableaux qui représentent Saint Maurice, donc un autre saint noir qui aurait, enfin à l'époque au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui avait recruté une légion romaine
donc en Égypte, et qui vient en Suisse pour mater une rébellion. On lui demande d'assassiner plusieurs chrétiens, et lui-même étant chrétien, il refuse, et donc devient un martyr de la foi chrétienne. On peut continuer à avancer, à voir ces œuvres. Il y en a combien? Vous en avez répertorié, je crois, 10 000. Effectivement, plusieurs milliers. Ouais. Ça a été un travail assez fastidieux de recenser l'ensemble des œuvres et aussi de les sélectionner. Ouais. Et là, vous en avez retenu dans le livre 300 à peu près. Alors 50 œuvres principales et puis 250 œuvres en écho. Alors il y a l'illustration, la représentation du corps noir, très important dans le livre. Hein. Et là, on en voit un exemple avec ce tableau, une étude de nègre qui date de 1838. C'est un tableau qui a une facture très moderne, je trouve. Et ce qui est assez intéressant encore pour l'anecdote, c'est qu'en fait, il fait une étude pour son maître sans savoir quel va être le tableau final. Et en fait, le tableau final doit représenter le diable qui tombe du ciel. Donc, sans le savoir, il va représenter le diable noir. À partir de quand est-ce que le noir est représenté dans la peinture européenne? Alors en fait, le noir est représenté depuis déjà très, très longtemps. Les historiens ont mis en évidence que des figures de l'art pariétal représentaient des noirs dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ en Crète. Mais c'est vrai que les personnages noirs apparaissent de plus en plus fréquemment à partir du XVIe siècle, à la faveur des échanges entre l'Europe et l'Afrique. Alors voilà, alors ça c'est tout. Je ne sais plus dans quel chapitre c'est, vous allez m'aider. C'est sur l'allégorie d'un territoire toujours. Voilà. Là, on est sur un peintre néerlandais qui a représenté une scène. Alors, ça va vite, pardon. Mais c'était une scène. Alors, ça, c'est aussi un tableau très intéressant. La représentation du corps, j'imagine aussi. Celui-là est assez réaliste et on voit vraiment que l'artiste, qui est une femme d'ailleurs, Benoît, a travaillé vraiment la pigmentation. Et on le voit sur le sein, autour du téton, notamment la pigmentation noire. Oui, parce que c'était pas évident de reproduire, de faire de la peinture noire. C'est quelque chose de nouveau, il fallait s'adapter et se mettre au goût du jour. Nouveau, ça veut dire ça date un peu plus ou moins. Alors, dès la Renaissance, on a essayé, mais c'est vrai qu'au départ, on a une standardisation des Noirs. Ils ont tous le même visage, ils ont tous la même couleur de peau. C'est seulement après, avec le 16e, 17e siècle, qu'on va essayer de travailler, d'être un peu plus précis dans tout ça. Alors normalement, après, on a un tableau de Picasso, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ça, c'est la femme à l'éventail. Donc c'est aussi, comment dirais-je, la représentation du corps de la femme noire. Alors évidemment, c'est à la sauce Picasso. C'est beaucoup plus récent, ça date de 1908. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tableau? Alors pareil, c'est dans l'aspect primitif, dans l'art primitif. Donc là, on voit surtout le visage. Mais en réalité, c'est pas vraiment une femme noire qui l'a représentée, même si elle a la couleur d'une femme noire. Ce serait une de ses amantes peut-être. D'accord. Mais on voit au niveau du visage où on voit une certaine symétrie dans le visage, qui est bien sûr inspiré des masques africains. Alors, je vous disais tout à l'heure l'esclavage, évidemment, vous en parlez, c'est un des chapitres de votre livre. On va voir, ça c'est un tableau qui date de 1849, je crois, c'est l'année qui a suivi l'abolition de l'esclavage. Hein. Tout à fait. Donc, et c'est en fait une commande d'État, justement, pour mettre en valeur l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Donc on peut observer notamment dans la partie centrale du tableau les deux esclaves avec les chaînes rompues qui célèbrent ce moment. Et donc les bourgeois ou la noblesse blanche qui assistent à ça. Alors effectivement, il y a des réactions qui sont un peu désarçonnantes parce que visiblement, ce que vous appelez la bourgeoisie blanche créole semble beaucoup moins favorable à cette décision, à cette abolition de l'esclavage. Ce qui est intéressant peut-être pour souligner, c'est qu'en fait ce thème, c'est seulement un thème sur 10 parce que c'est vrai que ça revient souvent dès qu'on dit qu'on travaille sur les Noirs, on nous dit vous travaillez sur l'esclavage ou la colonisation. Nous, c'est seulement un des thèmes sur 10 et de voir l'histoire des Noirs sur le temps long nous permet de comprendre comment la colonisation fut brève, même s'il y a tout un devoir de mémoire important à réaliser sur ces périodes horribles où il y a des choses catastrophiques qui se sont passées, mais vraiment on voulait la voir sur le temps long. Oui, le noir, oui, pardon. Non, on a vraiment voulu élargir un peu les perspectives. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à considérer que l'histoire des Noirs se résume à l'histoire de la colonisation de l'esclavage. Or, ce livre, au travers des différents thèmes, montre qu'il y a bien d'autres aspects à souligner. Alors justement, on va passer aux figures politiques. Et là, alors il y a ce tableau qui m'a beaucoup impressionné, c'est Alexandre de Médicis, qui est donc un prince de l'Italie et qui est en fait un métis. Tout à fait. Alors vraiment, on a été tout à fait surpris face à ce... Vous aussi? Oui, complètement. Parce qu'en fait, c'est quand même un personnage qui est assez ignoré par l'historiographie. Et Alexandre de Médicis a régné sur Florence entre 1532 et 1537. Alors sa filiation est un peu mystérieuse, mais visiblement, il serait le fils de Laurent II de Médicis et d'une esclave noire vivant en Italie.
On va aller plus vite parce qu'il y a encore plein de tableaux. On va les montrer au fur et à mesure, on va les faire suivre. Et puis, voilà, ça c'est le premier député noir à la Convention, c'est aussi un tableau... Gisbelet, c'est incroyable. Ouais. Voilà, très impressionnant. Mais peut-être que pour parler de tous ces personnages, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous, on n'a pas voulu traiter le noir comme un objet. On a vraiment voulu le traiter comme sujet et venir sur les personnes, essayer de raconter leur parcours et de ne pas inclure tous les noirs dans un ensemble. Alors qu'il y a vraiment des diversités et il y a des parcours extraordinaires. Des parcours, des histoires personnelles. On en a plus de... Enfin, il y a plus de 250 il y a des choses incroyables. Là, on voit la reine Victoria qui donne une Bible à un émissaire africain, ça date de 1863. Il y a les domestiques ensuite. Alors, alors celui-là, c'est un tableau aussi magnifique, Le jeune homme au gilet blanc. Oui, Benoît Zamor, oui. Voilà. Après, on va voir la célèbre Olympia de Manet. Bien évidemment. Un des tableaux les plus connus de l'histoire de la peinture. Voilà. Et donc, en fait, l'écrivain Babankou que vous citez, il dit l'histoire de France est aussi cousue de fil noir. C'est un peu ça aussi, j'allais dire, la philosophie de votre livre. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, on a voulu exhumer certains grands personnages pour mettre en évidence le fait que depuis déjà plusieurs siècles, l'histoire des relations, enfin de l'histoire de l'Europe est marquée par cette présence noire. En fait, pour nous, on voulait vraiment, c'était notre démarche, montrer que cette diversité peut être une chance et une richesse. Ouais. C'est un musée imaginaire des Noirs, on peut dire ça aussi. Ça a failli être le titre. Voilà. Écoutez, on va en rester là. Peut-être qu'on continue là. Ce tableau, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ce tableau est magnifique. Voilà. Ça, c'est le bal nègre, évidemment. C'est Paris, c'est les années folles. Voilà. Incroyable. Voilà. Enfin bon, il faut aller voir ce livre. Il y en a 300. Hein. Il y a le radeau de la Méduse. On aurait pu faire l'émission. En fait, c'est une addition d'historiettes. C'est ce qu'on a aimé vraiment. Donc un magnifique livre, noir entre peinture et histoire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler. C'est un très beau livre en cette période de fête. Voilà. Merci beaucoup. Merci.